Bonjour, je m'appelle Amandine Dotson, je suis kinésithérapeute et j'ai fait le parcours santé dans le cadre du Master 2 de biomécanique au sein du l'IROMS. Je vais vous présenter mon étude sur l'instabilité latérale du bassin, le valgus dynamique de genou et l'hyperpronation du pied sont-ils des signes cliniquement pertinents chez les coureurs blessés? Tout d'abord, en introduction. La course à pied est un sport populaire dont le nombre de participants augmente chaque année dans le monde. Sur 10 pays étudiés dans le monde, au total, 41% de la population se considère comme des coureurs et 30% courent au moins une fois par semaine. Ce n'est pas sans mal, car avec cette augmentation de participation, des douleurs apparaissent. Ces douleurs sont définies par Yamato en 2015 comme des running-related injuries. Les running-related injuries sont des douleurs musculo-squelettiques des membres inférieurs liées à la course à pied, qui entraînent une restriction ou un arrêt de la course pendant au moins 7 jours ou 3 séances d'entraînement consécutives programmées, ou qui obligent le coureur à consulter un médecin ou un professionnel de la santé. Ces running-related injuries peuvent être liés à des facteurs extrinsèques et intrinsèques. Dans les facteurs intrinsèques, nous retrouvons la biomécanique de la course à pied et plus particulièrement la cinématique. Pour mesurer la cinématique du coureur, nous utilisons un système de capture de mouvement. L'emplacement des caméras entre elles et dans l'espace est défini. Ces caméras suivent le mouvement du marqueur qui est fixé sur le sujet sur différents points anatomiques en enregistrant la lumière infrarouge projetée et réfléchie par celle-ci. Chaque caméra montre une image du marqueur en 2 dimensions et permet de reconstituer le marqueur à l'intersection entre les vecteurs en 3 dimensions. Cela nous permet donc de reconstituer le segment du membre inférieur et d'obtenir un angle, ici l'angle de flexion du genou. Ici, sur la première image, vous pouvez voir les marqueurs réfléchis. Ensuite, cela nous permet de reconstituer les segments du corps et à la fin, d'obtenir l'avatar du sujet qui court. C'est au Human Motion Laboratory, au Luxembourg, que j'ai effectué mon stage avec la LIROMS. En 2021, la LIROMS a procédé à une évaluation générale des coureurs se présentant au laboratoire et a constaté que 66% d'entre eux présentaient une instabilité latérale du bassin. Vous pouvez le voir ici sur la courbe, ainsi que sur la photo. 34% d'entre eux présentaient un valgus de genou et 35% une hyperpronation du pied. 77% des coureurs affichaient au moins un ou plusieurs de ces signes. Suite à notre analyse, l'objectif principal de l'étude était d'identifier si les 3 variables mentionnées au préalable sont des signes cliniquement pertinents qui pourraient prédire une éventuelle blessure. Ensuite, nous avons voulu vérifier s'il existe des différences dans la cinématique entre les jambes blessées et non blessées chez les blessés. Enfin, nous avons voulu explorer s'il existe une corrélation entre la localisation de la blessure et les 3 paramètres mentionnés précédemment dans les jambes blessées des coureurs blessés. Voici le protocole que nous avons mis en place. Tout d'abord, nous accueillons le patient. Nous lui posons des questions sur ses habitudes et expériences en course à pied. Pour les participants blessés, nous avons posé le Oslo questionnaire qui permet d'évaluer la gravité de leurs blessures, l'impact sur leur performance et la fréquence de leurs blessures. Nous avons ensuite positionné 35 marqueurs sur des repères anatomiques prédéfinis et effectué une calibration statique grâce au logiciel Qualisys Motion Analysis. Le participant a commencé par marcher pour s'habituer à son environnement, puis il s'est échauffé à sa vitesse prédéfinie. On enregistre alors une vingtaine de pas lors de différentes vitesses, dont celles prédéfinies par le coureur. Les données sont ensuite analysées et traitées à l'aide de Qualisys et de Visual 3D. Nous avons sélectionné 7 variables afin d'analyser l'instabilité latérale du bassin, le valgus dynamique de genou et l'hyperpronation du pied.
Pour augmenter la puissance globale du modèle statistique, on a éliminé les variables redondantes en appliquant un processus en 2 étapes. Tout d'abord, à la première étape, on a comparé ces variables avec des études similaires de Bram, Foch et Dudley, en créant un forest plot pour chaque variable. Cela nous a permis donc d'obtenir une taille d'effet, le HGG. On n'a retenu que ceux ayant une taille d'effet supérieure à 0,2. Lors de la deuxième étape, avec les variables retenues, nous avons fait une matrice de corrélation partielle. Nous avons observé qu'il y avait des interactions significatives entre certaines de ces variables. Nous avons donc gardé qu'une variable parmi les interactions. Au final, nous avons 3 variables finales: peak hip adduction, peak knee adduction et peak rear foot eversion. Pour répondre à nos 3 diverses questions, nous avons effectué différents tests statistiques. Tout d'abord, une analyse de la covariance multivariée avec la vitesse comme covariant pour répondre à la question 1. Un test T pour échantillon à parier pour répondre à la question 2 et une régression logistique multiple pour répondre à la question 3. Voici les résultats globaux de notre étude. Notre étude est prospective. Sur les 50 blessés et 13 sains, 18 blessés et 7 sains ont été analysés pendant mon stage. Nous observons des disparités entre les groupes au niveau de l'âge et de la vitesse de course. Les participants blessés étaient plus âgés que les sains et au niveau de la vitesse, les participants blessés couraient moins vite que les sains. Nous avons aussi une grande variété de localisation de blessures, avec une prévalence pour les blessures situées au genou et à la jambe, 38% pour le genou et 28% pour la jambe. Voici les résultats de la question numéro 1. Ici, vous avez les différentes valeurs cinématiques pour chacune des variables entre les 2 groupes. On n'observe pas de différence significative entre les groupes pour les variables cinématiques. Ceci a été confirmé lors du Mankova. Cependant, nous retrouvons des différences significatives entre les hommes et les femmes. Les femmes présentent plus d'adduction de hanches que les hommes, ainsi que des différences significatives entre les variables et la vitesse de course. Lorsque la vitesse de course augmente, l'adduction de la hanche est plus importante, ainsi que la pronation du pied. Ici, la pente est descendante, mais celle-ci augmente bien dans les négatifs. Pour les genoux, on n'observe aucune différence significative. Pour répondre aux questions 2 et 3, il n'y a pas de différence significative entre les jambes blessées et les jambes non blessées dans la population de coureurs blessés, pour les 3 variables cinématiques. Il n'y a pas de différence significative aussi entre la localisation anatomique des blessures et les 3 variables finales. On a ici resitué les résultats obtenus par rapport à la bibliographie internationale. Concernant la vitesse de course, l'étude de Fukuchi est en accord avec nos résultats. Lorsque la vitesse augmente, il y a une augmentation des variables cinématiques. Pour une prochaine étude, il serait donc intéressant d'avoir la vitesse contrôlée pendant l'essai afin d'éviter que celle-ci soit un biais expérimental. L'étude de Vanata et collègues vient souligner nos résultats. Les femmes ont un pelvis plus large que les hommes. Une adduction plus importante est nécessaire pour poser le pied sur la ligne médiane. Ici, il y a une différence de 5,5 degrés. Dans notre étude, nous avons une différence de 2,9 degrés. Comme pour notre étude, Dudley n'a pas trouvé de différence significative pour les variables cinématiques de la hanche, du genou et du pied. Il est aussi important de souligner que dans notre étude, le nombre de participants à notre étude était plus important que celui de Dudley et collaborateurs. Dans notre étude, nous avions environ 50 blessés. Ici, nous en avons dans l'étude de Dudley uniquement 12. Dans la littérature, on retrouve une étude de Loudon en accord avec notre étude, qui montre qu'il n'existe pas d'asymétrie au niveau des angles du membre inférieur dans une population présentant des périostites unilatérales au niveau du tilt du bassin
de la rotation interne de la hanche et de la flexion de genou. Il n'y a pas de corrélation entre la localisation de la blessure et la cinématique. Cela a été démontré aussi dans l'étude de Diggenen. Cependant, notre étude présente certaines limitations. Tout d'abord, notre étude est rétrospective. Il n'est pas possible de conclure si les schémas cinématiques observés sont la cause de la blessure ou le résultat de cette blessure. Aussi, nous avons un petit échantillon de seins comparé aux blessés, 50 versus 13, et pas homogène, une variabilité au niveau de l'âge et de la vitesse. Nous avons aussi effectué notre étude en laboratoire. Sur tapis roulant, on réagit pour éviter de tomber. Le tapis roulant n'est peut-être pas l'instrument le plus écologique, mais en contrepartie, en utilisant ce tapis roulant, on évite les variations climatiques, du terrain et de la vitesse. Concernant le matériel, les chaussures personnelles des participants étaient très différentes entre elles. Certains participants venaient aussi avec leurs semelles orthopédiques. Nous avons aussi des artefacts au niveau des marqueurs sur la peau et les habits. Il ne faut pas oublier que la vitesse de course n'était pas imposée, donc il existe des variations entre participants. Pour conclure, la chute du bassin contralatéral, le valgus dynamique de genou et la pronation du pied ne sont pas des signes cliniquement pertinents pour prédire les running-related injuries. Les variables cinématiques dépendent largement de la population, du sexe, de la vitesse de course, de la localisation et du type de blessure. Les études futures pourraient donc combiner la cinématique avec la cinétique, qui est l'étude des forces, et utiliser la dynamique inverse, ce qui nous permettrait de connaître la charge sur les articulations et la réaction des forces. Je vous remercie pour votre écoute.